des regrets. Elle a appris à naviguer avant de savoir marcher. Et aucune carte ne l'avait préparée à la tempête qui allait dévaster sa vie. Mais sous une mauvaise étoile, la vie de Madeleine Carreg a commencé dans la douleur, marquée par des premiers jours fragiles et incertains. Pourtant, c'est auprès de son frère aîné, son pilier et son mentor qu'elle a trouvé la force de grandir ensemble. Ils partageaient un rêve, conquérir les océans et échapper à leur passé miséreux. Ce rêve a volé en éclats le jour où son frère a été sauvagement assassiné sous ses yeux. Désormais seule à la barre, Madeleine Carreg n'appelait qu'un seul cap. La vengeance armée d'une détermination farouche et d'une soif de justice qui consume son âme. Elle se lance dans un périple désespéré à travers des mers hostiles et des contrées inconnues. Sa quête l'amènera aux confins du monde, face à des ennemis redoutables et à ses propres démons. Entre trahison, combats épiques et secrets enfouis, Madeleine Carreg devra choisir sombrer dans l'abîme de la haine ou trouver la rédemption dans l'immensité de l'océan. Quand un roi naît, tout ce qui fait sa grandeur en fait aussi un danger. C'est par ces mots murmurés comme une sentence que la mère de Madeleine accueillit le premier cri de sa fille. Nous étions en l'an 15, la même année où, par-delà les mers, le royaume de Hurlevent célébrait la naissance du prince Anduin, Vryn. Et ici, à Kuntira, l'ambiance n'était pas aux réjouissances. Pour sa mère, ce jour était maudit. Elle n'avait pas prié la mère marée pour une fille à la silhouette frêle. Elle avait réclamé un fils, un homme capable de braver les tempêtes et de faire prospérer l'entreprise familiale de bateleurs aux côtés de l'aîné. Une fille n'était qu'une bouche de plus à nourrir, une ombre inutile sur le pont d'un navire. Le basculement. Le destin de Madeleine se scella. Lors de son 6e printemps, la rancœur de sa mère s'était muée en une cruauté froide. Pour se débarrasser de ce fardeau, elle commit l'impensable, elle vendit l'enfant aux ateliers, corps cendre. Là-bas, l'innocence meurt sous la suie, le père Madeleine ne serait plus une fille de marin, mais une esclave, une petite main parmi tant d'autres sacrifiées à l'industrie de guerre de Boralus. Sur le quai, alors que les chaînes de fer froid marquaient déjà sa peau, son frère, encore trop jeune pour défier l'autorité maternelle, mais assez grand pour connaître le bout du désespoir, lui hurla une promesse à travers le vent salé. Je viendrai te chercher, Madeleine! Je te le jure, sur les flots, je viendrai! Elle ne vit pas les larmes de son frère, elle ne vit que l'écume grise de la mer qui l'emportait vers l'enfer des forges. Elle ignorait encore que c'est dans l'obscurité de la servitude et apprendrait à lire les étoiles et à devenir la navigatrice que personne n'attendait. Ce jour-là, l'espoir aurait dû sonner comme une cloche de délivrance. Mais au lieu de cela, il fut aussi sombre qu'un naufrage dans la grande mer. Quelques mois plus tôt, la réalité était déjà un combat de chaque instant. Pierre, le frère de Madeleine, ne l'avait pas abandonné, bravant la peur et les patrouilles. Il se rendait chaque jour là où sa petite sœur était enchaînée à un chariot, traitée comme une bête de somme par les intendants des ateliers Corsandre. En cachette, au creux de l'ombre d'une ruelle poisseuse, il lui glissait un morceau de pain rassis et quelques gorgées d'eau. À chaque visite, son cœur se serrait. Madeleine maigrissait à vue d'œil, sous ses vêtements déchirés. Les marques de brûlure et les zébrures des coups de fouet racontaient l'horreur de son quotidien. Le pacte des abysses. Pour survivre, ils avaient instauré un code, un sifflement, un cime sur une pierre, un endroit précis à l'abri des regards où le fer des chaînes ne résonnait pas trop fort. Un soir,
Alors que la brume de Kutiraz enveloppait les quais, Pierre lui murmura une nouvelle fois sa promesse. Il voyait l'incertitude dans l'œil bleu et l'œil vert de sa sœur, deux lueurs qui menaçaient de s'éteindre. « Tu le promets, grand frère ?» demanda-t-elle dans un souffle, sa petite main serrant le bord de sa tunique. Pierre ne se contenta pas d'un signe de tête. Il saisit son poignet avec force et de voix vibrant de détermination, il entama leur serment sacré. Poulpe de bois, poulpe de mer, si je mens, j'irai dans les abysses sombres. Ce cri, bien que contenu, sembla fort dans le vacarme de l'usine. C'était leur pacte, leur seule ancre dans la tempête. Mais Pierre ignorait encore que les abysses n'attendent pas toujours que l'on mente pour vous réclamer. Le dernier souffle. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les cris de fureur. Pierre restait immobile. Le bâton encore serré entre ses phalanges blanchies, ses yeux fixés sur la silhouette inerte de sa mère. Le courant du ruisseau, indifférent à la tragédie, emportait le sang de longs rubans écarlates qui se perdaient entre les galets. Il n'y avait plus de colère dans le regard du garçon, seulement un vide immense, un vertige. Il avait voulu protéger, pas détruire. Mais le destin, telle une lame de fond, venait de trancher les derniers liens qui le retenaient à son ancienne vie. Il se précipita vers Madeleine. La petite fille gisait sur le sable humide, le visage pâle, une entaille nette barrant son arcade sourcilière. « Madeleine, réveille-toi » murmura-t-il d'une voix brisée. Ses doigts tremblants effleurèrent le front de sa sœur lorsqu'elle papillonna des paupières, dévoilant ses yeux dépareillés. L'un d'un vert émeraude, l'autre d'un bleu azur. Pierre laissa échapper un sanglot de soulagement. Elle était vivante. Mais en croisant le regard de son frère, Madeleine comprit immédiatement. Elle ne regarda pas le corps près du rocher. Elle regarda l'horizon là où l'épave du grand navire semblait les appeler. Le jour de la libération, ils ne rentrèrent jamais au domaine familial. Sous le ciel qui se teintait d'un orange mélancolique, Pierre aida Madeleine à se relever le bâton. Celui-là même qui avait porté le coup fatal devint alors son appui, son sceptre de liberté. Ils marchèrent jusqu'à la plage, là où la carcasse de bois et de fer les attendait. Ce n'était plus une ruine. Dans leurs yeux d'orphelins, l'épave devenait une forteresse, un refuge loin de la tyrannie des adultes et des secrets étouffants de la cuisine familiale. Pierre ramassa quelques haillons éparpillés sur le rivage pour bander le front de sa sœur. « Nous sommes libres, Pierre » demanda-t-elle d'une voix faible, le vent marin ébouriffant ses tresses. « Oui, Madeleine, libre, comme le vent salé. » Ce soir-là, alors que les premières étoiles perçaient la brume, ils s'installèrent dans le ventre du navire échoué. Pour la première fois de leur vie, le silence n'était plus synonyme de peur, mais de paix. Le passé s'éteignait avec le reflux de la marée, laissant place à une page blanche, aussi vaste que l'océan qui s'étendait devant eux.
La première nuit de liberté fut un naufrage. Madeleine luttait contre des vagues invisibles. Sueur froide, tremblements convulsifs et une fièvre brûlante qui s'emparait de son petit corps Pierre, impuissant, observait la plaie qu'il avait tenté de soigner. À son grand regret, l'infection s'y propageait, comme une nielle sombre. Il changeait sans cesse le linge humide sur son front, le regard désemparé. Il n'y avait plus de choix, il fallait des remèdes, mais pas n'importe où. Le village était devenu une zone de mort pour eux. Ils devaient atteindre les terres de la vallée de Chantorage, là où les alchimistes connaissent le secret des plantes. Pourtant, les loyalistes du seigneur Chantorage verrouillaient le passage, transformant la frontière en une herse infranchissable. Pierre murmura à l'oreille de sa sœur. « Ne t'inquiète pas, ma petite Madeleine des vents salés. Je vais te sortir de là, même s'il faut défier la mort elle-même. » L'ombre et l'or. Pour soigner, il faut de l'or. Et pour l'or, Pierre dut devenir un fantôme. Non loin du rivage marin, un campement de loyalistes festoyait dans la brutalité. Tandis que certains tourmentaient les villageois, d'autres se goinfraient des dernières réserves locales jusqu'à l'indigestion. Se glissant entre les ombres, Pierre s'approcha d'un soldat cultirassien repu, dont les ronflements couvraient le bruit de ses pas. D'un geste vif et précis, il déroba la bourse de pièces d'or. Ce fut son premier vol, mais son premier achat chez l'alchimiste fut honnête. Le remède en main, le cœur battant à tout rompre, il se précipita vers leur cachette. Mais le silence qu'il y trouva était plus terrifiant que n'importe quel cri. La potence de Terra. Devant l'épave, Madeleine était traînée au sol par des mains calleuses. Loyaliste Terra, nous tenons enfin la voleuse. Une femme à la chevelure rousse incendiaire et au regard chargé de haine s'avança Terra, une fidèle zélée du Seigneur. Chantorage dévisagea l'enfant mourante avec un mépris souverain. Parfait préparer la corde, qu'on la pende à cet arbre, ici même qu'elle serve d'exemple à tous ceux qui osent défier notre Seigneur, même dans son dernier souffle. Tandis que les soldats dressaient la potence et pillaient leurs maigres réserves, Pierre, dissimulé derrière un rocher, sentit le sol se dérober. Terra, fine lame et esprit retors, marqua un temps d'arrêt. Elle flaira l'air, ses yeux balayant les fourrés. Étrange, elle est trop faible pour avoir agi seule. Elle a un complice, tenez-vous prêts les gars. Il va se montrer. Elle sortit un coutelas dont la lame brilla d'un éclat sinistre sous la gorge de Madeleine. C'en était trop. Ne la taisez pas! Hurle à Pierre! Il bondit de sa cachette, sa silhouette frêle se découpant contre le ciel. Son lance-pierre déjà tendu à rond, visant le visage de la rousse. Il bondit de sa cachette,
de sa masse et de son lourd bouclier. La colosse cultiracienne, surprise par l'attaque de Pierre, lâcha prise, Madeleine s'écroula sur ses genoux, sa respiration n'étant plus qu'un sifflement douloureux. Voyant son frère en mauvaise posture face à cette montagne d'acier, Madeleine puisa dans ses dernières réserves de vie. Dans un instinct de survie sauvage, elle se jeta sur la jambe de la guerrière et mordit son mollet. Avec la rage d'un chien errant, Terra hurla de douleur, essayant de décrocher cette furie tout en levant son bouclier pour parer les projectiles du lance-pierre de Pierre. Profitant de cette diversion, Pierre lâcha son arme de fortune pour saisir un lourd bâton. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Il allait briser le crâne de la loyaliste. Le basculement. Le destin de Kultiras est aussi cruel que ses récifs. Deux autres soldats sortirent de l'ombre de la grotte sans une hésitation. L'un d'eux encoche une flèche. Le sifflement de la corde fend l'air. Le projectile transperça le cœur de Pierre. Le bâton lui échappa des mains. Avant même qu'il n'ait pu frapper, un silence de mort s'abattit sur la crique. Pierre s'effondra, les yeux grands ouverts sur un ciel qu'il ne verrait plus, dont l'infection dévorait les forces, tomba à ses côtés, sa main cherchant désespérément celle de son frère déjà raide. L'ombre de la vengeance. Terra, la chevelure rousse en bataille, se redressa en boitant. Elle nettoya la plaie à sa jambe d'un geste dégoûté et fit signe à ses hommes de se replier. « Que faisons-nous d'eux ?» demanda l'un des archères, son regard dérivant vers le nœud coulant qui se balançait mollement au gré du vent. Laisse-les, cracha Terra en enfourchant son cheval. Les loups en feront leur affaire, l'un est mort et l'autre ne tardera pas à le rejoindre. Avant de sombrer dans l'inconscience, Madeleine rassembla ce qui lui restait de vision pour fixer le visage de la meurtrière. Elle grava chaque trait, chaque cicatrice, chaque mèche rousse dans sa mémoire, comme on grave une sentence sur une pierre tombale. Le monde devint noir, tandis